Merci beaucoup, Alexandra Lapierre, d'être là. À vous. Je crois que c'est la première fois que la Voix au chapitre reçoit en tout cas le deuxième membre d'une même famille, puisque vous en souvenez peut-être, nous avons eu il y a presque 15 ans le plaisir d'accueillir Dominique Lapierre, qui était venu pour son livre « Il était minuit 5 à Bhopal », qui racontait l'une des plus grandes catastrophes industrielles de l'histoire en Inde. Donc depuis 30 ans, le président l'a rappelé, vous racontez des histoires d'hommes et de femmes, des destins extraordinaires, incroyables, mais méconnus. Je pense à Fanny Stevenson, la femme de Robert Stevenson, à Artemisia, une des premières femmes peintes de l'histoire, Donna Isabel Barreto, la première et seule femme amirale de l'armada espagnole, et donc là, Moura, la mémoire incendiée, cette femme d'origine russe, une femme aux 1000 visages, qui fut connue sous le nom, donc Dominique Leménaire le rappelait, Madame Benkendorf, la baronne de Budberg, qui a traversé le XXe siècle et côtoyé donc Gorky, Wells, Churchill, De Gaulle, Laurence Olivier, Peter Ustinov. C'est incroyable. Un roman historique, en tout cas, d'une très grande force. Je vous encourage vraiment à le lire. C'est palpitant. La petite, la grande histoire se mêlent, en tout cas, sous nos yeux. Et c'est un siècle de l'histoire européenne qui défile et qu'on va essayer de raconter. On ne va pas tout vous dire, évidemment, parce qu'il faut aussi lire le livre. On va vous donner les grandes étapes et les grands chapitres de ce livre. En tout cas, derrière ce roman, comme d'ailleurs derrière tous les autres, se cache, vous allez voir, un vrai travail de rat de bibliothèque. 3-4 ans de travail donc pour Alexandra Lapierre. On va parler un peu du livre, mais d'abord, il serait intéressant que vous nous disiez comment vous choisissez ces héros et héroïnes que j'évoquais. Alors, d'abord, je voudrais vous remercier de cette invitation formidable. Vous évoquiez mon père, et c'est vrai que c'est formidable de se trouver dans un endroit où il a été. Et je dois dire que je remercie aussi les libraires qui étaient formidables, qui sont Marie-Adélaïde et Olivier Dumont, qui ont rendu tout ce moment possible. Et évidemment, le conseil départemental de la Sarthe et son président, Monsieur Leménaire. Alors, pour répondre à votre question, après ce préambule, ce qui m'intéresse dans la vie et dans l'écriture, c'est de refaire vivre des gens qui ont fait des choses absolument extraordinaires et qui sont passés à la trappe de l'histoire pour différentes raisons. Alors, ce sont souvent des femmes, mais ce sont souvent des femmes parce que d'un point de vue sociologique, il est évident que les femmes n'ayant pas eu le droit de vote, ou dans le cas des artistes, le droit de signer, ou le droit d'avoir un contrat avec un commanditaire, rendent leur carrière beaucoup plus difficile, et l'oubli dans lequel leur œuvre, qu'elle soit une œuvre artistique, comme le peintre Artemisia Gentileschi, qui était ce peintre du XVIIe siècle, qui avait peint pour les papes, une femme qui peignait pour les papes, c'est quand même incroyable au XVIIe siècle, et pour tous les rois d'Europe. Elle a peint pour Marie de Médicis, elle a peint pour Charles Ier d'Angleterre. Donc une telle carrière avec un peintre aussi doué et reconnu par son époque avait disparu, non pas son œuvre qui avait disparu, puisque ces tableaux qui étaient d'une splendeur totale étaient exposés, mais attribués à d'autres peintres, et notamment au Caravage. Et pour un artiste, il n'y a absolument rien de plus affreux au monde que de se voir départi de sa gloire et que son œuvre, son talent soit attribué à un autre nom, enfin que l'immortalité soit donnée à un autre nom, et c'était une forme d'usurpation. Donc l'aventure commence pour moi très souvent par un coup de colère, en fait, qui consiste à dire mais enfin, cette personne, il faut raconter sa vie, il faut raconter et ça a un petit côté Zorro, par exemple. Le livre avant Moura était l'histoire d'une femme qui avait rêvé de poursuivre l'œuvre de Christophe Colomb et de découvrir un continent. Impossible. J'avais trouvé 3 lignes dans un livre qui disait que cette femme avait été la seule et l'unique capitaine de l'armada, amiral de l'armada espagnole. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc complètement anachronique, parce qu'on est dans le milieu le plus machiste de l'époque, c'est-à-dire le monde des conquistadors, le monde espagnol. Et en fait, une femme avait réussi à affréter 4 galions, et elle était partie en quête de la terra incognita, qui était l'Australie. Et elle n'avait pas trouvé l'Australie, mais elle avait quand même trouvé toutes les îles du Pacifique, notamment les îles Marquises,
qui porte son nom parce qu'elle était marquise des mers du Sud. Donc, pour en revenir à votre question, ça commence par un petit coup de grisou en disant, mais enfin, ces histoires inouïes, il faut les raconter, il ne faut pas les laisser perdre à jamais. Et ce sont souvent des héros qui sont en avance sur leur temps, finalement. Oui, qui sont très souvent d'une modernité sans égale. Et en général, il n'y a pas, ni avant ni après, cette sorte de caractère, de personnage. Et c'est une des raisons pour lesquelles souvent ils sont passés à la trappe, parce que les événements historiques qui les suivent directement les emportent dans un oubli et font que leur histoire a été perdue. Alors je ne sais pas, mais on va en parler pendant cette soirée. Si vous n'avez pas trouvé finalement la plus incroyable des héroïnes, je voudrais que vous nous racontiez. Là, vous nous avez dit que sur le héros précédent, l'héroïne précédente, vous l'avez trouvé par hasard, et c'est un peu le cas aussi pour Moura, finalement. Vous avez raison. C'est le cas de Moura. En fait, après l'histoire de cette femme conquistador qui m'avait entraînée au Pérou et dans des aventures souvent compliquées, j'avais une envie de changer totalement de lecture, parce que je n'ai jamais assez lu sur le sujet dont je vais parler. Et donc, j'ai repris une biographie de Romain Gary, qui était aussi loin aux antipodes de l'histoire d'une Péruvienne qui va conquérir des continents au XVIe siècle. L'éducation européenne. Alors, je lis la biographie de Romain Gary, et dedans, il y a 3 lignes qui disent que l'éducation européenne, le premier livre de Romain Gary, a été publié en anglais en pleine Seconde Guerre mondiale par l'incroyable, l'inénérable, l'extraordinaire baronne Budberg. Et je me dis, qui c'est celle-là? Et j'oublie. Et puis, quelques temps plus tard, je suis à Londres pour le livre précédent. Et puis, je me dis, tiens, elle était à Londres, puisqu'elle avait reconnu Romain Gary en Angleterre. Et je fais une petite enquête sur cette baronne Budberg. Et là, je tombe sur une anecdote qui va m'envoyer, moi, dans une aventure qui va durer 3 ans. Et l'anecdote est la suivante. Je retrouve un article de journal qui raconte qu'à 80 ans, cette Moura Budberg est dans le magasin le plus chic de Londres et aussi le plus surveillé, qui est Harrods. Et elle est dans ce magasin et elle a un énorme parapluie noir. C'est une vieille dame, elle a 80 ans à ce stade. Et dedans, elle enfourne 3 objets. Et évidemment, elle se fait immédiatement prendre par le premier vigile qui sort du parapluie les 3 objets. Et déjà, les 3 objets ont commencé à me faire sourire. C'était un gobelet à champagne, un bouchon à champagne, un gobelet à vodka et une pelle à tarte. Et le vigile lui dit quand même pourquoi. Et elle le regarde et elle lui prend la main et elle lui dit « Mais chérie, c'est ça l'aventure. » Et là, je me suis dit, mais c'est marrant. Et là, vraiment, ma première réaction, c'était ça. Ouais, c'est marrant. Et puis, du coup, j'ai été regarder. Et là, ce que j'allais découvrir de la destinée de cette femme m'a fascinée. C'est la boîte de Pandore. C'était la boîte de Pandore. C'est-à-dire que cette dame qui faisait joujou avec l'aventure à 80 ans en volant un bouchon à champagne avait vécu elle-même toutes les aventures du XXe siècle et toutes ses contradictions et toutes ses complexités. Et là, l'aventure pour moi a commencé puisque je suis partie sur ses traces physiquement. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, et là on en revient à votre première question, ce qui m'intéresse dans un sujet et dans un livre, c'est d'être à la fois aussi exact que possible, justement parce que la base, le fondement de mon rêve de départ, c'est de raconter aussi exactement que possible l'histoire de ces destins. Si je commence à en rajouter ou à faire du roman en ne respectant pas les faits, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Mais là, je me trouve heurtée à un second problème, qui est qu'à partir du moment où ces gens sont oubliés, où souvent je voudrais vous emmener dans des mondes dont vous n'avez pas les clés, c'est-à-dire que mon rêve, c'est évidemment pour Isabelle Barreto, par exemple, cette femme conquistador qui a conquis les îles du Pacifique, c'est de vous expliquer ce que c'était
à l'époque de partir comme ça, conquérir des continents. Donc il faut que vous ayez les clés de ces mondes, parce que l'idée de départ, c'est aussi que ça ne vous intéresse peut-être pas, que l'Espagne du XVIe siècle, c'est pas du tout ce qui vous intéresserait au départ. Et c'est pareil pour Murat. Murat, c'était à la fois l'aristocratie russe, puisqu'on va l'évoquer dans son destin tout à l'heure, mais c'est la grande aristocratie du tsar à l'aube de la Première Guerre mondiale et évidemment de la Révolution russe. Et puis c'est ensuite tout le milieu bolchevique, littéraire, et puis c'est ensuite le milieu bohème de Londres. Donc la structure est une structure romanesque pour vous emmener, mais le rêve, c'est de respecter tous les faits et donc de retrouver toutes les traces de ces personnages. Pardon, alors on reparlera de votre travail de documentation à la fin, parce que je pense qu'on l'appréhendra encore mieux quand on aura raconté l'histoire de cette femme. Et puis on parlera aussi de la reconstitution très précise, c'est assez extraordinaire, avec des extraits d'ailleurs, vous pourrez nous lire, la reconstitution des sons, des odeurs, c'est la chair, quoi, hein, et, on en reparlera tout à l'heure. D'abord, vous disiez, donc elle est née à Saint-Pétersbourg, un père sénateur d'Empire. On va faire des grands pas de géant dans l'histoire pour aller assez vite. C'est vraiment l'incarnation du régime tsariste au départ. Oui, oui, absolument. Néanmoins, une autre chose que j'ai trouvée assez vite passionnante lors de mon enquête sur Murat, c'est que tous les personnages secondaires, et notamment son père, sont très puissants et très intéressants. Vous évoquiez sa naissance. Et en fait, le père de Murat, qui est un sénateur d'Empire, donc dans cette aristocratie russe qui était à l'époque extrêmement conservatrice, vient en France parce que tous les Russes voyageaient, tous les Russes de l'aristocratie parlaient parfaitement français. Et qu'est-ce qu'il fait? Il devient un très grand copain d'Émile Zola, ce qui est déjà inattendu parce que pour l'aristocratie russe très conservatrice, c'est pas franchement l'ami avec lequel on pourrait se lier de la façon la plus évidente. Et surtout, ce père de Murat, qui s'appelle le sénateur Zakrzewski, va défendre le capitaine Dreyfus dans le Times de Londres et écrire le premier article en défense du capitaine Dreyfus. Donc l'éducation de Murat, certes, dans cette aristocratie russe extrêmement fermée... Elle est européenne. Elle est européenne. Elle est européenne dès le départ. Et le père qui va adorer sa fille, mais elle est la dernière des enfants du sénateur, va lui communiquer quelque chose que je retrouverai plus tard dans son destin, qui est un grand goût de la liberté et du libéralisme dans un milieu qui est assez peu ouvert à ce genre d'idées. Donc elle se marie très jeune, 19 ans. Oui. On est à la veille de la Première Guerre. Hein. Alors oui, là aussi, l'autre chose qui est tout à fait particulier chez Murat, c'est que très tôt, elle est là où l'histoire se passe. Ouais. Elle épouse très jeune un attaché d'ambassade, mais un attaché d'ambassade envoyé où avec elle ? À Berlin en 1914. Ce qui veut dire qu'elle va connaître l'empereur Guillaume II, absolument, elle va danser au bal de la cour. Donc déjà, à 19 ans, nous avons le tsar et le Kaiser. Et elle est à Berlin le jour de la déclaration de guerre. En ayant fréquenté, et c'est encore un fil qui va être très intéressant dans la vie de Murat, c'est que du fait de ce poste à Berlin, elle va avoir rencontré tous les ambassadeurs qui sont en principe les meilleurs, puisque nous sommes quand même à la veille de la Première Guerre mondiale et qu'on a envoyé à Berlin, chaque nation a envoyé à Berlin les plus puissants parmi ses ambassadeurs. Donc Murat, à 19 ans, connaît déjà le gratin international. Elle découvre qu'elle aime la politique. Et elle découvre qu'elle aime la politique. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que elle est à la fois légère, c'est une fille de son milieu, elle aime danser, elle aime s'habiller, elle est l'incarnation d'une jeune fille qui a été présentée à la cour et qui est l'épouse du futur ambassadeur de Russie en Europe. On n'imagine pas ce qui va se passer dans l'avenir, évidemment. Et en même temps, elle est extrêmement intéressée par la politique. C'est une espèce d'éponge à pattes où qu'elle passe. C'est quelqu'un qui parle toutes les langues, donc qui est tout à fait, du fait de son éducation, donc qui est tout à fait à même d'entendre les conversations politiques de l'époque.
Et ça, c'est un trait, là aussi, dans la très jeune femme qu'on va retrouver dans la femme prise dans la tourmente de la guerre, puis de la révolution russe. Alors là, elle est déjà dans l'histoire. Son mari est donc mobilisé. Et là, elle va rentrer là, vraiment dans la grande histoire en rencontrant donc un Anglais. Oui. Il faut raconter donc John Lockhart, c'est ça? Oui. John Lockhart, ouais. Oui. Il s'appelle Robert Bruce Lockhart. Robert Bruce Lockhart, alors il faut que vous imaginiez ce qui se passe. Il y a la guerre de 14, évidemment, les armées du tsar qui sont un désastre, Lénine qui est renvoyé quand même par les Allemands en Russie comme un microbe pour faire tomber le régime tsariste. C'est les Allemands qui rendent possible sa traversée de l'Europe à travers l'Allemagne quand même pour le renvoyer à Saint-Pétersbourg. Et Lénine va gagner la révolution russe avec un slogan qui est « du pain et la paix ». Et donc, la terreur des Alliés, de nous, c'est non seulement évidemment que cette révolution bolchevique est en train d'éradiquer toute une classe sociale. On a un petit peu tendance à penser que Lénine était plutôt sympa et puis que Staline, après, était un fou. Non. Dès le départ, l'idée, c'est de tuer et d'éradiquer la vermine, qui sont les bourgeois. Ce sont donc évidemment les aristocrates, mais c'est évidemment tous les intellectuels, tous les médecins, tous les professeurs d'université. Et donc, quand on dit éradiquer, ça veut dire tuer systématiquement, une balle dans la nuque, systématique. Et donc, Lénine a gagné la révolution avec ce slogan qui est la paix. Et pour nous, qui sommes en train de combattre les Allemands, si Lénine signe la paix avec les bolcheviks, on est fichu, parce que ça veut dire que les Allemands vont retirer toutes leurs armées du front de l'Est pour les coller à Verdun et partout ailleurs. Et donc, les Britanniques envoient un jeune homme qui n'est absolument pas accrédité comme diplomate, puisque nous avons rompu toutes les relations diplomatiques avec la Russie bolchevique, mais ce jeune homme qui s'appelle donc Robert Bruce Lockhart, que nous les Français, moi j'en avais jamais entendu parler, je ne savais absolument pas qui c'était, que nous les Français ne connaissons pas, mais qui a pour mission de convaincre Lénine et Trotsky de ne pas signer cette paix de Brest-Litovsk qui va libérer l'armée allemande et lui permettre de venir en Belgique et partout ailleurs. Et cet Anglais, qui est l'incarnation de l'anglais, c'est-à-dire que c'est une sorte de James Bond avant la lettre, il est beau, il est extrêmement lettré, il est évidemment le courage incarné, va rencontrer Murat, qui à ce moment-là travaille pour l'ambassade d'Angleterre à Saint-Pétersbourg, puisqu'elle parle parfaitement l'anglais. Elle est bénévole. Elle est bénévole. Certaines femmes, la plupart, travaillaient dans les hôpitaux, et elle travaille comme secrétaire à l'ambassade d'Angleterre à Saint-Pétersbourg. Et entre ces deux êtres, qui sont tous les deux mariés, Murat est marié, Lockhart est marié, entre ces deux êtres, ça va être une histoire d'amour comme on en vit une fois par vie, au mieux, puisqu'elle va durer toute la vie, mais c'est une histoire d'amour vouée au désastre, puisqu'évidemment Lockhart va se faire prendre par Lénine et Trotsky. Ils sont mariés tous les deux. Ils sont mariés tous les deux, c'est totalement illicite. Elle attend un bébé de lui. Enfin, on est quand même en 1918. Donc c'est le scandale absolu, même pour les bolcheviks qui sont plus conservateurs que les conservateurs de ce côté-là. Donc là encore un personnage incroyable quand vous tirez des films, parce que là vous découvrez ce Lockhart qui devient proche d'elle et qui est un type vraiment très très important dans la grande histoire. Et là, on repasse encore un niveau supplémentaire, c'est que là, il est accusé. Il est accusé d'avoir tenté de tuer Lénine. D'un attentat d'avoir tenté de tuer Lénine en 1918. Et on va appeler ça le complot Lockhart. Et aujourd'hui, entre parenthèses, si vous allez à Saint-Pétersbourg, il y a un musée qui est le musée de la Tchéka, qui est le musée de la police secrète russe, l'atroce police secrète. Néanmoins, il y a un musée à Saint-Pétersbourg. Je ne sais pas pourquoi j'y vais. Je sais pourquoi j'y vais. J'y vais parce que Murat va y être incarcéré. C'est dans les anciens locaux de la Tchéka, avec la prison et les interrogatoires. Donc moi, j'avais besoin de voir les lieux. Mais je ne savais pas ce que j'allais trouver. Or, je ne sais pas comment je me débrouille. Je commence la visite du musée
à l'envers. Et la première salle s'appelle Le complot Lockhart, alors que moi je croyais que c'était quelque chose d'assez confidentiel. Pas du tout. Il y avait la photo de Lockhart, la photo des hommes qui l'ont incarcéré et arrêté, la photo de l'ambassade d'Angleterre. Enfin, tout d'un coup, ce que je croyais être extrêmement confidentiel, pour l'histoire de la Russie, Lockhart restait l'homme qui avait tenté de tuer Lénine. Ce qui est faux, ce qui est une accusation. Faux, mais elle aussi, elle est accusée en même temps. Enfin, elle oui, est soupçonnée. Oui, absolument, ouais. absolument. Mais ce qui est, à l'époque, quelque chose dont les bolcheviks se servent pour l'arrêter et pour empêcher, justement, qu'il mène à bien sa mission qui consistait à empêcher la paix. Toujours est-il que Lockhart est incarcérée, elle aussi. Et quand on dit incarcérée, ça veut dire interroger, et ça veut dire, je vous passe ce que ça veut dire. Elle perd le bébé en détention. Elle perd le bébé en détention, et Lockhart va s'en tirer parce que les Britanniques meurent de peur qu'il raconte qu'il a été envoyé officiellement, auquel cas c'est un drame diplomatique extrêmement grave, parce que les bolcheviks accusent l'Ouest d'avoir envoyé un agent pour tuer leurs dirigeants. Et avec ce genre de choses, on ne plaisante pas. C'est vraiment un choc des nations là, qui risque de dégénérer de façon très, très, très grave. Donc les Anglais se débrouillent pour échanger Lockhart. Il sort d'Angleterre. Mais quand nous parlons de Lockhart, nous, je vous dis, nous, on ne connaissait pas son nom, mais j'allais découvrir que dans la Seconde Guerre mondiale, Lockhart allait être l'un des bras droits de Churchill, et que pour les Anglais, il reste un personnage extrêmement important, puisqu'il deviendra le chef de la propagande anti-nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc la carrière de Lockhart n'est absolument pas finie, et c'est un personnage que nous retrouverons au fil du livre. Mais elle reste derrière le rideau de fer. Moi, j'avais compris qu'il y avait un marché, en fait, c'est-à-dire qu'on lui pose un marché entre les mains. Oui. C'est-à-dire qu'on lui dit, on libère ton amant, mais en contrepartie, tu vas travailler pour nous. Absolument. Ouais. Absolument. Alors, jusqu'où elle a travaillé pour les Russes, alors justement? ça, Est-ce qu'elle était agent double ou pas? Parce que ça, c'est... Ça, c'est l'extraordinaire question qui m'a habité tout le temps de l'enquête. Parce que Murat, donc, se retrouve survivante dans une famille décimée ou émigrée dans des conditions effroyables. Elle, du fait de sa liaison avec Lockhart, est restée en Russie au moment où les autres tentaient soit de s'en échapper, soit étaient tués. Parce qu'on tuait les aristocrates. Alors, elle était la première sur la liste. Absolument, elle était la première sur la liste. D'ailleurs, tous les gens qui vont l'entourer vont être petit à petit mourir de faim et de froid dans ce Saint-Pétersbourg de 1918 et 19 et 20, qui est une ville en ruine, une espèce de mouroir dont moi, je n'avais pas idée au début. Je savais que c'était extrêmement difficile. Mais les témoignages qu'on lit de ces années-là sont absolument insoutenables de brutalité et d'horreur. Et Murat va survivre comment? Bien, en fait, c'est un peu paradoxal, mais je répondrai à votre question sur l'espionnage ou non un tout petit peu plus tard. Elle va survivre grâce à la littérature. Alors ça paraît totalement aberrant de dire une chose comme ça, mais en fait, l'un des grands copains de Lénine était un écrivain que vous connaissez tous, qui était donc Maxime Gorki, qui avait été exilé par le régime tsariste et qui avait combattu le régime tsariste pendant toutes les années précédant la Révolution, qui était donc rentré en Russie et qui avait un rêve. Et le rêve de Maxime Gorki, c'était de pouvoir permettre au peuple d'avoir accès à la culture. Et en ces années 1918-1919, ce rêve, c'est qu'il crée une maison de la littérature mondiale, de même qu'il créera une maison des arts universels, une maison des sciences universelles. Et son rêve, pour ce qui touche à la littérature, c'est que tous les chefs-d'œuvre de tous les temps et de tous les pays soient traduits en russe. Parce que jusqu'à présent, ces chefs-d'œuvre étaient lus par l'aristocratie qui lisait le français. On ne parlait que français dans les familles aristocratiques russes. Et les bourgeois parlaient, les grands bourgeois parlaient aussi seulement le français et lisaient l'anglais et lisaient l'italien.
Dans le cas du peuple, évidemment, qui ne sait pas lire, c'est évidemment de commencer par lui apprendre à lire, mais surtout de lui permettre d'avoir accès à Victor Hugo, d'avoir accès à Stevenson, d'avoir accès à Madame de Staël. Enfin, le rêve de Gorky, c'est de mettre en chantier. Il y a des milliers et des milliers de livres qu'il est en train de faire traduire. Donc il faut imaginer cette espèce de fourmillement intellectuel qui est en train de se passer, parce que tous les gens qui vivaient la Révolution et qui étaient en général des intellectuels, c'est comme pour la France. D'ailleurs, à l'époque, on chante la Marseillaise, l'Internationale n'est pas encore chantée, c'est la Marseillaise qu'on chante. Et donc, c'est exactement comme les premiers moments de la Révolution française où les intellectuels soutiennent le régime. Et Murat appartient à cette classe qui connaît toutes les langues et qui va donc faire partie de ce pool de traducteurs qu'on recherche avec beaucoup de difficultés, parce que comme on a déjà descendu beaucoup de monde, les traducteurs sont de plus en plus rares à trouver. Et elle va participer à cette aventure intellectuelle qui est de traduire et de survivre avec le peu qu'elle gagne et de survivre dans des conditions extrêmement difficiles. Et c'est ainsi qu'elle va rencontrer, un petit peu comme dans cette salle, elle est dans la salle, et puis il y a un panel d'intellectuels et de poètes qui parlent de leur programme éditorial, et chacun défend le programme éditorial. Alors il y a un poète qui s'appelait Bloch, qui traduisait les poèmes de Swinburne, de Keats, et puis il y avait le département français et le département anglais, dont Murat fait partie. Et là, elle rencontre Gorky, qui est une espèce de ministre de la Culture qui tente à la fois de élever le régime à justement des idées artistiques ou des idées, mais qui est intégralement un bolchevique et qui est entouré de ce groupe bolchevique intellectuelle. La première femme de Gorky s'occupe de la Croix-Rouge. La deuxième femme de Gorky, elle, la chef de tous les théâtres, c'est une comédienne extrêmement célèbre. Et comme vous savez, le théâtre est extrêmement important en Russie, surtout à cette époque-là. Il y a Tchaliapine, qui est le grand ténor de la musique. Et tout ce groupe est autour de Gorky. Et Murat, la comtesse Benkendorf, dont le mari vient d'être assassiné, va devenir la compagne et la muse de cet écrivain qui est bolchevique. C'est incroyable, alors qu'elle est recherchée partout, on pourrait la tuer. Absolument. Une aristocrate qui tombe amoureuse d'un écrivain bolchevique. Voilà. C'est déjà un destin incroyable. Mais, et là je réponds à votre question, c'est que Gorky, qui est un ami de Lénine, a des ennemis à l'intérieur du régime, et notamment le gouverneur de Pétrograd, puisque la ville à ce moment-là s'appelle Pétrograd, qui s'appelle Zinoviev, qui est une brute épaisse, qui est tout ce qui ressemble justement à l'art ou à la culture comme étant le produit de tout ce qui est bourgeois, et qui est Gorky, parce qu'il est un grand ami de Lénine et Zinoviev aussi. Zinoviev fait partie des compagnons les plus proches de Lénine, qui est revenu avec lui à travers l'Allemagne dans ce wagon plombé. Et donc Zinoviev veut la peau de Gorky. Et comment avoir la peau de Gorky si ce n'est en frappant sa maîtresse, qui en plus a l'avantage pour Zinoviev d'être évidemment politically very incorrect, puisqu'elle incarne l'aristocratie. Et donc c'est Zinoviev qui va tenter de faire en sorte que Murat trahisse Gorky. Et là où elle va jouer un coup de maître, c'est qu'elle aime Gorky, pas du tout de la même façon dont elle aimait Lockhart. Lockhart étant la passion de sa vie. Gorky est 25 ans plus qu'elle. Oui, et il est merveilleux et elle lui doit la vie. Donc ça crée à jamais un rapport qui est un rapport fondé sur la tendresse, l'affection, l'estime. Et à la place de trahir Gorky, elle lui avoue qu'elle a été placée par Zinoviev pour l'espionner. Et à partir de là, le lien entre Gorky et Murat est indéfectible. Et quand elle va
tenter de s'échapper, puisqu'elle va tenter de s'échapper. Elle va traverser le golfe de Finlande gelé à pied pour passer en Estonie, où ses enfants, parce que nous avons évoqué son mari, mais elle a 2 enfants dont elle est séparée depuis la guerre et évidemment la révolution russe, puisqu'on ne peut plus sortir du pays, qui sont en Estonie, dans la famille de son mari décédé, puisqu'il était un Benkendorf, c'est-à-dire un baron balte. L'aristocratie balte était complètement, du temps du tsar, insérée dans l'aristocratie russe. Donc Murat était, par son mariage, totalement russe, enfin par sa naissance et par son mariage, totalement russe. Mais après la guerre de 14, les Estoniens, qui avaient été un peuple martyr, qui avait été successivement envahi par les Allemands, puis envahi par les bolcheviks, puis repris par l'armée blanche, puis repris par les bolcheviks, et donc tous décimés, avaient réussi à la fin de la guerre à négocier leur indépendance, donc à appartenir au bloc de l'Ouest, et donc de ne pas appartenir à ce moment-là au bloc bolchevique. Les choses changeront plus tard avec Staline. Mais pendant 20 ans, l'Estonie va être un pays libre. Et donc Murat tente de s'échapper alors qu'elle est la compagne de Gorki. En traversant le golfe de Finlande, elle est reprise. Et là, je ne vous dis pas dans quelles conditions elle va expier cette tentative de fuite. Et Gorki la tirera de ce pas et l'aidera à fuir la Russie, car lui-même se trouve en grande difficulté avec les bolcheviks et va négocier avec Lénine, qui n'a qu'une idée, c'est de se débarrasser de Gorki, qui commence à s'élever contre les horreurs perpétrées par son propre clan. Et Gorki et Murat vont pouvoir s'exiler où? En Italie, dans un endroit absolument magnifique, qui est une villa ayant appartenu au duc de Serra Capriola à Sorrente, dans quel pays? L'Italie mussolinienne. Donc, quand je vous parlais des paradoxes de l'histoire du XXe siècle, on n'est qu'au début. L'Italie, où elle terminera d'ailleurs sa vie, je crois. Donc, espionne ou pas, finalement? Parce qu'elle ne livre pas des gens, elle donne quelques infos, mais elle est très à droite. C'est un immense problème, parce que Murat, quand je vous dis qu'elle passe à l'ouest, qu'est-ce qui va se passer? La première chose qui lui arrive en passant la frontière, c'est qu'elle est arrêtée par nous, comme bolcheviks. Donc, après avoir subi les geôles de la Tchéka, elle va subir la prison pour avoir été la compagne d'un écrivain bolchevique. Et à partir de là, cette femme va être suivie par toutes les polices du monde et par tous les services de renseignement du monde. Génial pour moi, parce que dans toutes les archives des services de renseignement, en Angleterre, en Estonie, en Italie, en France, notamment à Vincennes, il y a un dossier comme ça sur elle. Et comme elle est suivie, et plus tard, quand elle sera à Londres, mise sur écoute par les services de renseignement anglais, son téléphone va être espionné. C'est absolument génial, parce que j'ai même ces conversations. Vous avez trouvé 400 pages sur elle chez les Anglais. Hein. Absolument, les Anglais avaient 400 pages, c'était sensationnel. Et la conclusion de tous ces services de renseignement, à chaque fois, était que nul ne lui aurait filé un renseignement de quelque importance que ce soit, parce qu'elle était éminemment suspecte à tout le monde, et notamment évidemment aux États et aux services diplomatiques, que deuxièmement, elle n'a été payée par aucun réseau, à moins qu'on découvre d'autres choses dans les années qui viennent, mais dans les archives que j'ai pu consulter dans le monde entier, la conclusion de ces enquêteurs était que si elle filait des renseignements, c'était des choses qui étaient banales, c'est-à-dire qu'elle était à tous les coups une informatrice, dans le sens où sinon les bolcheviks l'auraient de longue date descendue. C'est qu'elle donnait l'air du temps,
ce que pensait plus tard, ce qu'on disait en Angleterre sur le pacte entre Staline et Hitler, ce qu'on disait dans les milieux aristocratiques, et à l'inverse, pareil pour l'Angleterre, puisqu'elle y vivra. Elle racontait ce qu'elle avait entendu, ce qu'elle avait vu. C'était une grande mondaine dans la deuxième partie de sa vie, mais c'est surtout quelqu'un qui connaissait tout le monde. Nous évoquions tout à l'heure les milieux diplomatiques qu'elle avait rencontrés au moment de la guerre de 14, mais ça va continuer toute sa vie. Et donc, elle parlait, elle informait, mais jamais aucune fouille, parce qu'elle a été fouillée. Chaque passage de frontière, tout le monde passait, paf, on faisait toujours descendre Murat au poste de frontière, que ce soit évidemment les hommes de Mussolini, la fouillaient à chaque fois comme bolchevique, évidemment. Donc, sur le fond, je ne pense à aucun moment qu'elle était une espionne dans le sens de donner des gens ou de donner des documents. Qu'elle ait parlé et qu'elle soit restée en vie en parlant, il n'y a pas de doute non plus. Alors, on va pas parler d'H.G. Wells parce qu'on pourrait en parler aussi longtemps. Donc, elle va rencontrer dans la fameuse maison de Gorky, maison de la littérature mondiale. Elle va passer une nuit avec lui et puis ils vont avoir 20 ans de complicité. De Wells, oui. De Wells, ouais. Oui. Et on n'a pas le temps d'en parler évidemment ce soir. Mais ce qui va accréditer aussi l'idée qu'elle a pu être une espionne, c'est qu'elle va être très proche du fondateur du journal La France Libre. Alors là, on a fait encore un grand pas dans l'histoire, dont elle va devenir une des grandes actrices, finalement, grâce à Lecarte. On revient à Lecarte, qui, lui, a trouvé ce travail-là. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on en était au moment où elle sort du pays avec Gorky pour aller à Sorrente, et là, il y a une conférence sur la paix mondiale, où cet écrivain un peu oublié de nous, bien qu'il soit un grand écrivain britannique, mais qui était une star dans l'entre-deux-guerres, puisque c'était l'auteur de L'homme invisible, de L'île du docteur Moreau et de La guerre des mondes, Wells, qu'elle avait rencontré en Russie chez Gorky, parce que Wells était un écrivain socialiste qui avait été l'un des premiers à vouloir voir à quoi ressemblait le monde bolchevique. Elle l'avait rencontré donc avec Gorky, ils avaient passé des moments absolument magiques qui se perdent de vue pendant 20 ans. Elle est enfin passée de l'autre côté du rideau de fer et elle va à Berlin où elle se fait une conférence sur la paix avec Einstein. Et elle est dans le public et à la sortie de la conférence, elle dit bonjour, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, et évidemment, il se souvenait d'elle, et commence une liaison torride, cette fois-ci avec Wells, qui était donc le chef du Pen Club international. Et Wells en tombe fou amoureux, et grâce à Wells, elle va emménager en Angleterre, pouvoir sortir ses enfants de l'Estonie, qui à ce moment-là est reprise par Staline, et s'installer en Angleterre. Et c'est comme ça qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, Murat va publier le livre d'un aviateur de la France Libre qui travaille pour De Gaulle, qui est donc Romain Gary, et va devenir l'un des piliers du journal La France Libre, qui invite notamment les Français à résister, et que Churchill trouvera tellement sensationnel qu'il en fera larguer des exemplaires sur la France par la Royal Air Force pour nous inviter à poursuivre la guerre. Et donc Murat, en effet, en étant proche de Labarthe, d'André Labarthe, qui était communiste et qui n'aimait pas De Gaulle, en dépit du fait qu'il menait le même combat pour que la guerre continue, en étant proche de Labarthe, va accréditer l'idée qu'elle avait évidemment des liens avec le monde communiste. Mais Murat, plus que tout, reste russe. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer et que Gorky va vivre dans sa chair, puisque la Russie va tellement lui manquer quand il est à Sorrente qu'il va finir par céder aux sirènes de Staline et à rentrer pour être finalement assassiné par Staline ainsi que son fils. La Russie reste chez ses exilés une blessure béante et ouverte, et qu'elle soit bolchevique ou qu'elle soit Russie blanche, chez tous cette Russie éternelle les habite et leur donne une nostalgie totale. Et Murat, certes, avait des amitiés communistes, puisque Labarthe était communiste et que le journal La France Libre avait des obédiences, en tout cas
de gauche, mais elle avait aussi pour amie intime l'émigration russe de Londres, qui, quand on l'a accusée plusieurs fois d'avoir été justement extrêmement trouble, l'a défendu bec et ongle. Donc moi, c'est ce que j'ai aimé chez ce personnage, c'est que c'est quelqu'un qui, s'il fallait résumer, d'abord, c'est un hymne à la vie. C'est une survivante et c'est quelqu'un qui a toujours tenté d'être juste, de ne pas basculer dans un monde ou dans l'autre, ce qui lui a évidemment valu beaucoup d'ennuis, parce qu'il est évident qu'il fallait choisir et qu'on ne pouvait pas être à la fois la compagne de Gorky et la comtesse Benkendorf. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est arrivé à une espèce d'unité intérieure et qui a toujours été le soutien des uns et des autres. De ses amants notamment, dont elle est restée très proche, parce qu'elle a tenu la main de Wells jusqu'au bout, comme Gorky d'ailleurs. Absolument. Le personnage est extrêmement complexe. Haï et aimé. Oui, hein, absolument. Ouais. C'est-à-dire que elle arrive. Moi, j'étais souvent choquée en me disant c'est pas possible. Elle n'a pas en même temps Gorky et Wells, qui sont l'un et l'autre des tyrans. Ce sont pas des hommes faciles du tout. Ouais. Et ils sont aux antipodes. Il y en a un qui est en Italie, puis en Russie, l'autre qui est à Londres, et qui sont des hommes vieillissants, qui ont en général 30 ans de plus qu'elle, et qu'elle ne quitte et qu'elle ne lâche jamais. Celle qui est à leur chevet quand ils sont malades, celle qui les soigne, celle qui leur tient la main quand ils meurent, c'est Murat, dans des circonstances extrêmement difficiles. Et de même, Lockhart, qui la traitera assez mal, puisqu'il va l'abandonner à son sort dans des conditions extrêmement difficiles, qu'elle va retrouver, elle va se débrouiller pour renouer et pour être avec lui. On parle de 60 ans de vie et d'amour. Donc c'est un espèce de personnage qui, d'un côté, est infidèle, on peut pas dire autre chose, qui est infidèle et qui est menteuse, et en même temps qui est d'un courage et d'une fortitude et d'une fidélité totale aux gens qu'elle aime, de quelque sorte qu'ils soient. Elle sera celle qui aidera ses sœurs dans des circonstances très difficiles, parce que les sœurs ont émigré, elles, à Paris, et l'une va sombrer dans la drogue. C'est vraiment trois destins de femmes qui ont vécu la même chose. L'une va sombrer dans la drogue parce que tout ça est trop atroce et trop dur. L'autre va vivre des années absolument terribles parce que c'est l'émigration russe sans le sou, avec un mari qui devient cheminot et qui, après avoir été le maréchal de la noblesse, se retrouve en train de charrier des sacs de charbon à la gare du Nord. Et Murat, qui n'a jamais le sou, parce que ça, c'est une autre chose qui la rend sympathique, très sympathique, c'est qu'il eût été très facile d'épouser Wells, par exemple. Il la supplie de l'épouser, et là, elle aurait un passeport, c'est une apatride, donc elle risque à tout moment d'être renvoyée en Union soviétique. Elle aurait une position sociale, puisque Wells, à l'époque, est, je vous le disais, le chef du Pen Club International et une star absolue. Elle aurait un nom, et elle refuse. Et elle refuse en l'aimant, mais elle refuse parce que, justement, elle a d'autres attachements qui sont Lockhart, qui sont ses enfants, et qu'elle ne se sent pas, à ce moment de sa vie, capable de redevenir une femme mariée. Donc c'est un personnage à la fois extrêmement intègre, extrêmement libre, évidemment, et courageuse, mais constamment coincée, parce que justement, toujours entre deux prisons, toujours entre deux trains et toujours entre deux fidélités. Donc c'est extrêmement intéressant. Mais quand je vous disais que c'était une menteuse, je vais vous raconter une anecdote qui est qu'elle est à Londres et elle raconte, on disait que c'était quelqu'un qui parlait, et elle raconte sa
5e incarcération à la Tchéka. Et elle raconte justement qu'elle est arrêtée quand elle tente de fuir la Russie en marchant sur le golfe de Finlande gelé. Elle est arrêtée, elle est les fers aux pieds et elle est ramenée à la Tchéka de Saint-Pétersbourg. Et elle raconte cette anecdote dans les salons anglais qui sourient en n'en croyant pas un mot parce que ça sonne trop bien. Elle passe sous l'ancien hôtel particulier de sa famille, et notamment sous l'étage noble qu'ils occupaient. Et là, l'ancien portier, qui est devenu le chef de l'immeuble, est en train de regarder les convicts, enfin les prisonniers qui vont en prison. Il est sur le balcon. Et tout d'un coup, il reconnaît parmi ces femmes en haillons qui ont marché pendant des jours et des jours Mourad. Et comme il sait que Mourad était lié à Gorki, qui était la star du régime, parce qu'il y a quand même 3 écrivains dans toute l'histoire qui ont eu des funérailles nationales, c'est Victor Hugo, c'est Tolstoï et c'est Gorki. Et donc, comme il connaît les liens avec Gorki, il fonce voir Gorki, il le prévient que Mourad est dans les caves de la Tchéka. Et donc Mourad raconte cette histoire. Et moi, je suis dans la rue de son hôtel particulier, puisque je retourne sur les lieux de sa vie, systématiquement, dans les archives, dans les archives de Gorki, bien sûr, dans celles de Wells, qui sont en Amérique, dans celle de Lockhart, qui est donc une star en Angleterre. Et je me rends compte, ça me dit quelque chose, cette adresse. Et je me dis, mais attends, il n'y avait pas une prison, une des prisons de la Tchéka, pas celle du musée dont je vous parlais, mais une autre, une succursale, mais portait le nom de cette rue qui était Spalermaja. Et j'étais au 7, qui était l'hôtel particulier de Mourad, et donc je fonce au numéro 25, qui était en effet à 2 blocs. Et là, je me dis, mais son histoire est totalement plausible. Et là, je tombe devant une porte qui ressemble fort à une porte de prison. Donc je commence à photographier comme une folle, et à ce moment-là, elle s'en trouve. Donc exactement comme on fait quand on regarde les porches à l'intérieur, je m'avance parce que ça va me permettre de décrire les lieux. Et à ce moment-là, il y a 3 types avec des Kalachnikovs qui sortent, qui m'entourent, qui me disent papier. La chance était que j'avais été dévalisée la veille, on avait coupé mon sac à dos en 2 et j'avais plus mes papiers et j'avais dû aller au consulat pour dire que je n'avais plus de passeport, donc je dis pas de papier. Je baragouine un peu le russe puisque j'avais fait des études de russe, donc je peux répondre. Et j'avais des amis qui m'ont vu entourée de tous ces flics avec des Kalachnikovs qui sont arrivés. Bref. On est arrivé à sortir en criant touriste, touriste, et j'allais découvrir que j'avais photographié en long, en large ou en travers ce qui est aujourd'hui le chef de la police, le siège de la police secrète de Poutine, qui est le FSB, et que je suis la seule aujourd'hui à avoir des photos de l'intérieur. Ça vaut cher. Oui. Alors, ce qui est étonnant, parce que vous avez dressé un peu son portrait, c'est vous dites que parmi la foule de ces relations, nul ne laissa d'elle le même portrait, personne ne garde d'elle le même souvenir et ne partage la même vision. Donc c'est assez étonnant. Parce que comme elle est tellement à facettes, c'est quelqu'un qui a vécu 1000 vies. Ouais. Donc si vous parlez aux écrivains bolcheviques, elle était la comtesse. Il y a une scène absolument formidable dans le livre où elle emménage chez Gorki et il lui donne une petite chambre à côté de son bureau et elle n'a plus rien sauf quelques portraits de famille. Et donc dans le cœur du bolchevisme, elle accroche au mur sa mère en robe à crinoline, son père en uniforme. Ça ne durera pas longtemps parce que ces tableaux vont être immédiatement saisis. Mais sur le fond, d'un côté, elle est, pour certains milieux, l'incarnation justement de l'aristocratie qui parle toutes les langues. Quand elle est en Italie, et qu'elle monte la maison de Gorki qui ne parle pas un mot d'aucune langue étrangère. Donc que Mourad soit sa compagne, grande aristocrate qui en 2 minutes a réussi à avoir des serviteurs qui vont ouvrir la maison, chauffer la baignoire ou je ne sais pas quoi. Tout d'un coup, il y a ce visage-là qui est le visage d'une aristocrate
qu'elle restera toute sa vie. Et puis il y a l'autre visage qui est celle de l'amoureuse folle de Lockhart qui trompe son mari, qui lui ment évidemment puisqu'elle le trompe, et donc qui est l'image même de la femme adultère. Et puis il y a l'autre image qui est justement la collaboratrice de la France libre, qui écrit des articles formidables et que Churchill va recevoir à sa table parce que justement elle est une grande intellectuelle. Donc c'est un espèce de kaléidoscope de personnages qui, selon votre sensibilité et selon aussi votre parti politique, est extrêmement séduisante ou extrêmement ambiguë. Et c'est ça qui était si passionnant chez elle et qui la rend si humaine, parce qu'elle est vraiment l'incarnation de la tragédie humaine ou de la magnificence humaine, puisqu'elle est tout cela, et tout cela dans la plus grande sincérité. Il y a une phrase que dit Lockhart d'elle, qui est tout à fait particulière, qui dit que là où étaient ses sentiments, là se trouvait son univers. Donc c'est à la fois un être extrêmement intellectuel, et d'ailleurs le mari de Vita Sackville-West, qui était un diplomate lui-même, disait qu'elle était probablement la femme la plus intelligente de sa génération. Donc c'est à la fois une femme extrêmement cérébrale et l'incarnation de la passion et des sentiments. En ce sens, elle est très très russe. Mais pour répondre à votre question, on peut comprendre que selon les milieux, elle soit perçue de façon incroyablement différente. Alors je le disais au début, ce qui est remarquable, c'est la reconstitution des sons, des couleurs, des odeurs, des ambiances, avec une précision absolument stupéfiante. Je vous propose juste un extrait. On était en Estonie. Une foule brillante et bigarrée se pressait sur les trottoirs. Femmes en jupes courtes et chapeaux cloches, messieurs en costume clair et chaussures vernies. Partout des rires et des éclats de voix. Bien qu'il ne fût pas 7 heures, les bars et les cabarets qui se succédaient jusqu'à la grande place semblaient déjà bondés. Des airs de jazz montaient les anciennes caves. On aurait pu se croire au cœur des quartiers les plus déchaînés d'une grande capitale. N'étaient les 2 fiacres noirs datant du 19e qui défiaient les folies de l'après-guerre et brinque-ballaient sur les pavés de la pente. Au sommet de la colline, sous le château de Trumpea, l'atmosphère changeait. Là, plus de café, plus de boîtes de nuit. Mais derrière, les murs pastels des hôtels particuliers, derrière les façades jaune paille, les frontons armoriés, les portiques et les colonnades s'échappaient encore des rumeurs de fête et des airs de tango. En face de l'église orthodoxe, toutes les fenêtres du cercle de la noblesse, l'ancien club de John, étaient éclairées. Des groupes d'hommes en smoking fumaient au balcon et sirotaient les cocktails. Le besoin de vivre à tout prix semblait avoir atteint jusqu'à l'aristocratie la plus conservatrice d'Europe et l'une des plus ruinées. Après 10 siècles d'oppression, la liberté rattrapait l'Estonie. C'était incroyable. On y est, on entend, on sent les odeurs de tabac. Comment vous procédez? Parce que là, vous nous racontez tout à l'heure, vous allez à Moscou, Saint-Pétersbourg, vous prenez des photos. Est-ce que vous écrivez à ce moment-là sur votre carnet ce que vous ressentez, les odeurs, etc., les couleurs? Oui. Quand je pars comme ça pour ces voyages, il y a 2 aspects. Il y a un aspect extrêmement bétonné, c'est-à-dire que j'ai des rendez-vous, je vais chercher des choses très précises que je n'ai pas pu trouver nulle part ailleurs, que je n'ai pu trouver nulle part ailleurs. Donc ces voyages dans les archives et sur les lieux sont très 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 préparés. J'y vais quand je peux pas ne pas y aller. Et en fait, comme toujours dans la vie, je ne trouve jamais ce que je suis allée chercher. Mais je trouve autre chose. Et évidemment, je deviens une espèce... Je disais que Moura était une éponge à pâte, mais moi, je le deviens. C'est-à-dire que tout étant enregistré... S'imprègne en vous. Oui. Je regarde tout, je hume tout, je goûte tout. Vous n'avez pas besoin de prendre de notes systématiquement? Ah si, je prends des notes. Tout. Mais c'est des notes, c'est plutôt un journal. C'est justement, vous évoquiez la pente. Quand vous allez à Tallinn, si certains d'entre vous y sont allés, c'est vraiment une ville avec différents niveaux. En bas, c'est moyenâgeux, et puis en haut, c'est l'aristocratie avec justement ces palais néoclassiques. Et donc, je vais dans tous les cabarets d'aujourd'hui pour sentir l'atmosphère. Donc c'est vrai que ce sont des enquêtes qui sont à la fois extrêmement... je passe des journées entières à
à chercher des lettres. Toutes les lettres que vous lirez dans le livre sont les lettres de Murat, que j'ai pu retrouver, alors notamment dans les archives des uns et des autres, c'est-à-dire de Wells, parce que comme ce sont des grands écrivains, on a leurs archives. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, et là on retrouve notre conversation au départ, qui est que c'est à la fois les faits, ce sont justement que sa voix soit la voix de Murat et pas la voix d'Alexandra, qu'on l'entende sentir, qu'on l'entende penser, et en même temps que je puisse vous y emmener en vous donnant la chair et le sang. Et sur mon abat-jour, il y a écrit, c'est drôle que vous l'ayez relevé, n'oublie pas les couleurs, les sons, les odeurs. Et donc, je me nourris des sons, des odeurs et des couleurs des pays ou des lieux. J'ai eu comme ça un moment absolument extraordinaire. C'était aussi en Estonie. Et le château de la famille Benkendorf a été pris très tôt et ruiné et saccagé. Et comme dans le Docteur Zhivago, la famille a émigré dans le pavillon de chasse qui était une petite cabane, une petite isba au bord du lac qui servait de pavillon de chasse ou de relais de pêche. Et ce pavillon est aujourd'hui habité par une dame, puisque la famille a été décimée dans bien des cas, et toute la famille Benkendorf a été envoyée au goulag par Staline. Et néanmoins, cette dame qui n'est pas de la famille Benkendorf, habite toujours ce pavillon qui n'a pas changé. Et c'était très émouvant parce qu'elle avait, au fil du temps, elle et puis un monsieur conservateur, racheté dans les foires aux puces de l'Estonie tous les livres qui, à un moment, avaient appartenu à la famille Benkendorf et dont il y avait l'ex-libris. Alors, il y en a très peu, il y en avait 15 qu'elle m'avait montré et sorti. Et ils m'ont fait le cadeau de me donner ce qu'ils avaient trouvé dans le bois, c'est-à-dire le papier à lettres de Murat. Et la première version du livre, j'ai photocopié, c'était juste une feuille de papier à lettres, de papier à en-tête. J'ai photocopié à 1000 exemplaires parce que le manuscrit faisait 1000 pages. Et la première version a été faite sur ce papier à en-tête de Murat. C'est un détail, mais c'était extrêmement émouvant et merveilleux que ces gens me fassent un tel cadeau, me donner son papier à lettres qu'ils avaient retrouvé dans le bois. Il devait y en avoir des paquets, mais ça avait été détruit par les différentes invasions du pays. Tiens, juste encore un extrait. On parle des sons et des couleurs. On est en Ukraine, c'est au début du livre, je crois. Au son des clochettes et des... Je fais des raccourcis. Au son des clochettes et des grelots, la longue suite de traîneaux glissait sous le berceau des arbres. Le vent mugissait dans les cimes des peupliers, les précieux peupliers importés d'Italie qui bordaient l'allée. Leurs branches bruissaient avec des chuintements de papier qu'on froisse, de soie qu'on déchire. Un souffle puissant labourait les bois alentours, secouant les pins et les bouleaux qui craquaient et crissaient sur des centaines de verstes dans un vacarme inquiétant. Les verstes sont ces mesures, c'est une mesure de longueur en Russie. Juste sentir le vent, le froid, la vie lui cinglait le visage, plus vite, plus fort. Elle aussi avait besoin d'action, de violence et de cris. Les forces qui tempêtaient dans les arbres au-dessus d'elle s'inscrivaient dans sa chair, hurlaient en elle et cherchaient un exutoire. Enfin, voilà, c'est une très belle scène d'ailleurs d'arriver dans ça, c'est l'arrivée de la gouvernante en Russie, la gouvernante de Murat. Alors, on disait tout à l'heure, vous racontiez cette anecdote chez Harrods. Comment vous procédez? Parce que vous dites à la fin du livre que Murat a tout fait pour qu'on ne raconte pas son histoire, finalement. Donc, comment vous êtes parvenu à dérouler le fil? Alors, voilà le genre de choses. Le livre, le sous-titre du livre, c'est Murat, la mémoire incendiée. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai appelé ce livre de cette façon? D'abord, évidemment, parce que tous les souvenirs de famille de Murat ont été éradiqués par la Révolution russe, mais aussi et surtout parce que à la fin de sa vie, il ne faut pas que je vous raconte tout le... Faut pas que je vous dise, mais il y a un vrai mystère sur ce qui est arrivé au papier de Gorky et aux lettres de tous les dissidents qui étaient venus voir Gorky en Italie au moment où lui-même est en exil. Et à la fin, l'histoire veut, la famille de Murat raconte que à la fin de sa vie, quand elle est une très vieille dame et qu'elle sent qu'elle va mourir, elle retrouve son fils qui s'est installé en Italie. Enfin, elle va habiter chez son fils qui s'est installé en Italie dans un petit village.
et que la maison de son fils n'est pas tout à fait prête. Et du coup, elle s'installe dans l'hôtel du petit village à côté de la propriété de son fils. Et comme c'est une chambre trop petite, qu'elle a quand même des monceaux de carton avec lesquels elle est arrivée, parce qu'elle part de Londres pour mourir. Donc, elle est partie avec les choses qui lui tenaient vraiment à cœur. Elle installe, enfin l'aubergiste lui installe dans le jardin de l'hôtel une roulotte, enfin une caravane, qui va lui servir de bureau, puisqu'elle n'a pas la place pour répondre à tous ses amis. Parce que vous évoquiez au début de notre rencontre le fait que nous avons parlé de Churchill, du Kaiser, du Tsar, de Lénine, mais il y aura ensuite une troisième vie de Moura, puisqu'il y aura tout le cinéma. Elle va devenir une grande amie de Peter Ustinov, bien sûr, puisqu'il est russe, mais aussi de Viviane Leigh, de Laurence Olivier. Donc elle a des correspondants dans le monde entier, et elle travaille dans sa caravane. Sauf qu'une nuit, les aubergistes avaient tiré des fils entre la caravane et l'auberge. Et puis il y a un orage, il y a un court-circuit et la caravane prend feu. Elle n'est pas dedans. La caravane prend feu et surtout tous les papiers de Moura disparaissent dans cet immense incendie. Bon, et ça, c'est quelque chose qui va être raconté dans son éloge funéraire. C'est quelque chose que j'ai toujours entendu depuis le début de mon enquête sur Moura, qui a quand même duré longtemps. Mais je me décide d'aller dans ce petit village qui est en dehors de tous les circuits touristiques. Donc nul n'avait fait le voyage jusque-là. Et la façon dont je procède, c'est que je regarde. J'ai l'année de cet incendie, et puis j'ai aussi l'époque, c'est entre son arrivée et sa mort, puisqu'elle va en effet mourir dans cet hôtel. J'ai la date de sa mort et j'ai retrouvé la date de son départ. Et j'épluche tous les journaux locaux, parce que dans ces feuilles de chou d'un village, quand il y a un incendie dans un hôtel, on en trouve des traces. Rien. Je vais ensuite voir les archives des pompiers. Rien. J'interroge des gens, puisque en 1974, beaucoup de gens sont encore vivants et dans ce village, je les interroge sur les souvenirs de feu qu'il peut y avoir. Et il y avait bien eu, en effet, un feu dans un hôtel qui correspond à la date, mais cet hôtel n'avait jamais eu de jardin. Et c'était une bonbonne de gaz chez un voisin qui avait mis le feu, pas à l'hôtel en fait, qui avait mis le feu à un étage mitoyen de l'hôtel. Donc la question reste entière sur ce que sont devenus les papiers de Moura. L'autre chose, c'est qu'elle avait dit qu'une partie de ces papiers est très importante, parce que, comme vous le verrez dans le livre, ce sont des papiers extrêmement précieux. Une partie des papiers avait été bombardée, parce qu'elle les avait gardés en Estonie et avait été bombardée par les bombardements nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en allant justement au château et dans le relais de chasse qu'on évoquait tout à l'heure, les conservateurs et la dame du relais de chasse m'ont dit qu'il n'y avait jamais eu de bombardement dans les alentours. Donc ce sont des choses comme ça qui laissent des questions ouvertes. Mais ça, c'est vraiment le mystère de Moura qui sera sûrement découvert un jour. Enfin, en tout cas, il y aura sûrement d'autres archives qui vont sortir, que je n'ai pas encore pu trouver. Mais sachez que l'année dernière, exactement jour pour jour, avec aujourd'hui, j'étais en train de finir le livre et j'étais enfermée dans ma petite maison de Belle-Île. J'ai une petite maison à Belle-Île et dans les grands coups de feu, comme la fin d'un livre, je vis une vie monacale où je suis enfermée dans ma chambre à écrire. Et à Belle-Île, il n'y a pas Internet. Enfin, en tout cas, là où je suis, ça ne marche pas. On ne peut pas se connecter. Je ne sais pas ce qui me prend. Il est 4 heures du matin. Je suis toute seule. J'ai travaillé comme toute la journée et toute la nuit et probablement la nuit d'après. Mais je me dis, tiens, il faut quand même que je regarde s'il n'y a pas des nouvelles choses sur Moura, parce que je suis en train de finir le livre et j'ai commencé l'enquête il y a 3 ans. Et comme nous savons, il faut savoir s'il y a eu des nouvelles publications. Et je n'avais pas regardé depuis un certain temps, puisque j'écrivais depuis des mois dans cette maison où je n'avais pas Internet. Et là, miracle absolu, sans doute parce qu'il est 4 heures du matin et que personne d'autre n'est connecté, ça marche. Je tape Moura Budberg, ça marche.
Et je tombe sur un article qui avait été posté 1 heure avant, c'est-à-dire à 2 heures du matin, par un journal qui s'appelle Independent et qui racontait la chose suivante, que l'adversaire politique de M. Cameron, qui s'appelle Nick Clegg, avait été mis sur une liste publiée par Poutine parmi 80 autres personnages comme étant persona non grata à jamais en Russie. C'était en réplique aux sanctions de Bruxelles. En réplique, absolument, en réplique aux sanctions. Il y a 1 an, ouais. Absolument, c'est il y a 1 an. Cette liste venait d'être publiée et Nick Clegg était sur cette liste. Ce monsieur Nick Clegg était sur cette liste. Et la raison pour laquelle monsieur Nick Clegg ne pourrait jamais mettre les pieds en Russie était qu'il était le petit-neveu d'une femme qui avait tenté de tuer Lénine en 1918. Or, Nick Clegg était en effet le fils d'un des enfants que Murat avait élevé. Il y avait ses 2 enfants et la fille de sa sœur, qui s'appelait Kira, qui avait épousé un docteur Clegg. Et Nick Clegg était le petit-fils enfin, le petit-neveu, du coup, de Murat. Donc, elle est présente dans tous les siècles. Voilà, un siècle après les événements, elle continue à avoir une espèce de rôle ambigu, parce que pour les soviétiques, elle aurait participé à une tentative d'assassinat contre Lénine, et pour le monde occidental, elle fait partie d'un groupe de bolcheviks très proche de Lénine. Donc les paradoxes de Murat ne sont pas terminés. Je suis sûre qu'on trouvera. C'est ça justement. C'est à quel moment vous vous dites, parce qu'après 700 pages, à quel moment vous dites, bon là j'arrête de chercher, parce qu'il y a peut-être d'autres fils encore à dérouler. Absolument. Comment vous vous dites, bon voilà, là c'est terminé, il faut vraiment que j'écrive maintenant et que je boucle. Il y a une espèce d'évidence qui se fait à un certain moment, qui fait que l'enquête est finie. Alors, elle n'est jamais finie. Par exemple, pour l'Estonie, je m'étais dit au départ, j'ai peut-être pas besoin d'y aller. Et au milieu du livre, j'ai fait mes valises et j'y suis allée, et grand bien m'en a pris. Mais c'est très curieux, une aventure comme celle-ci, parce que c'est au fond complètement instinctif. On parle de recherche dans les archives, on parle d'écriture qui est quand même quelque chose de très dur, de très long pour un livre comme celui-ci. Et au fond, on ne parle que de sentiments. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'instinct qui fait que je sais sur Murat ce que je devais en savoir. J'arrête d'ailleurs le livre bien avant sa mort, parce que le personnage ne change plus. Et là, on retrouve le roman, c'est-à-dire le sens du moment où vous avez tout dit sur le personnage, tout dit sur ses mécanismes, ses changements. Avant tout, c'est l'histoire d'une âme. On a parlé de beaucoup d'histoires ce soir, mais le livre, le sujet, c'est l'histoire d'une femme qui commence au point A et qui va se terminer au point Z. Et c'est pas nécessairement au moment de sa mort, le point Z. Ça peut être à un moment où, dans le cas de Murat, son personnage, parce qu'elle va se créer un personnage, elle va tenir un salon à Londres, elle n'a pas le sou, mais tout le monde lui porte allégeance, et les milieux des Russes blancs, et les milieux des dissidents. Et donc, ce personnage-là n'évolue plus. Et c'est ce moment-là où vous vous dites, moi, je pense que j'ai raconté son histoire. Donc, il y a bien d'autres choses qui se passent. Mais l'histoire de Murat, de l'âme, c'est absurde de dire ça, parce qu'évidemment, l'âme continue. Mais le personnage, avec ses multiples facettes, existe. Ce qui a dû être compliqué pour vous, c'est qu'on l'a bien vu, c'est qu'il y a tout le temps des personnages secondaires qui arrivent et qu'il faut placer dans l'histoire. Absolument. Et certains que vous avez écartés? Non, mais quand j'ai découvert qu'elle avait un 4e amant au même moment, j'ai eu un choc. Parce qu'à chaque fois, vous enquêtez sur l'amant? Ben oui. J'ai eu un choc en me disant, mais comment je vais le caser, celui-là? Parce qu'elle était absolument incroyable, même du point de vue de ses voyages. Je me disais, c'est pas possible qu'elle soit à Londres, on est quand même dans les années 30, qu'elle soit à Londres, je dis n'importe quoi, le 18 septembre, et qu'elle soit à Constantinople le 25 septembre. Et pourtant, je retrouve son passeport, et elle y était. Donc j'ai eu plusieurs fois des espèces vraiment de décharge en me disant, mais vraiment là, elle charrie. Là, je n'en peux plus.
Quelle piste vous suivez? Vous disiez que c'était assez instinctif. C'est-à-dire, par exemple, quand vous trouvez l'article sur Harrods, là, par exemple, oui, à Londres, là, vous allez où dans ces cas-là? Vous allez aux archives, aux renseignements anglais, tout de suite ou... Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Là j'ai... Par exemple, l'anecdote en anglais, ça donnait « But darling, that's what adventure is all about ». Ouais. Et je me suis dit, il faut remonter aux sources. Et donc, les sources, on les avait dans la mesure où, par exemple, je cherche l'article nécrologique sur elle. Ouais. Tous les articles en 1974 du Times de Londres, etc., racontent la vie de Mourad, parce qu'elle meurt en Italie, mais on va lui rendre les honneurs dans l'église orthodoxe de Londres. Et sont présents les ambassadeurs du monde entier. Il y a l'ambassadeur de France. D'ailleurs, depuis, je reçois des coups de téléphone de gens qui me disent « Mais tu sais que j'ai très bien connu ta Mourad ». Ah bon? Et ça, c'est la femme de l'ambassadeur de France à l'époque à Londres qui me disait qu'elle l'invitait à déjeuner tous les dimanches. Et elle poursuit d'ailleurs, et elle me dit, d'ailleurs, elle était extrêmement suspecte. Alors je dis, ah bon, elle était suspecte, mais vous l'invitiez quand même à l'ambassade? Elle était tellement drôle. Et ça, c'est Mourad. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, pour répondre à cette histoire d'espionnage, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne pouvait rien lui livrer, parce qu'elle était par essence un personnage plein d'ambiguïté. Et d'ailleurs, vous parliez des services de renseignement. Le service des renseignements en France la suit, puisqu'elle va voir ses sœurs à Paris. Et alors, il y a des pages et des pages. Et puis, il y a une page où il y a un grand trait rouge écrit en marge du dossier et en marge du rapport de l'enquêteur. Et c'est une marque qui court tout le long du rapport. Et au bout du rapport, il y a écrit « maigre ». Parce qu'on n'avait rien sur elle. Alors, soit c'était une espionne géniale, ce qui n'est pas à exclure, mais la conclusion, c'était quand même qu'elle va devenir britannique, elle va obtenir le passeport anglais, et donc les infinies enquêtes qui ont été faites sur elle n'ont rien donné. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait rien. Et peut-être M. Poutine détient-il des archives que nous allons découvrir, et c'est-il des choses que j'ignore, d'où ce bannissement de M. Clegg. Mais sur le fond, la façon de procéder, c'est de remonter le fil. Par exemple, je lis ses articles nécrologiques, et là, on raconte donc son passé aristocratique, et là, vous retrouvez les noms, et là, vous allez en Russie. J'ai été dans tous les endroits où elle était. Vous retrouvez justement l'hôtel particulier, mais pas seulement. Vous rencontrez des gens qui l'ont connue, vous interviewez ses petits-enfants. C'est des allers-retours en Russie, parce que vous allez voir des choses en Russie, vous revenez chez vous, et puis vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez, vous y retournez. Absolument. C'est 3 ans, 3-4 ans? C'est 3 ans, 3-4 ans. On a parlé tout à l'heure des héroïnes que vous aviez déjà abordées. En termes d'admiration, d'affection, d'estime, vous la situez vraiment au plus haut de tout ce J'ai adoré cette femme. Elle m'a exaspérée par moments. J'étais pas du tout d'accord avec elle à d'autres. Mais peut-être que parmi tous mes héros, c'est très difficile. C'est comme des enfants. Comment vous dire qu'on en préfère un plus que... Je peux pas dire que je la préfère. Mais d'abord parce qu'elle est si proche. C'est la première fois que je travaille sur un personnage pratiquement contemporain. Donc évidemment, toutes les émotions de Mourad et toutes ses lettres sont bouleversantes. Ces lettres à Lockhart sont des lettres d'amour comme j'en ai jamais lu. C'est déchirant. Donc on a sa voix, ce qui est évidemment plus difficile avec un personnage du XVIe siècle. Et donc pour moi, elle était plus immédiate. Mais ce que j'ai vraiment aimé chez cette femme, c'est cette façon qu'elle a d'être d'une générosité
sans arrêt. Je veux dire, c'est une espèce de force qui va, qui a fait du mal. Mais c'est là où je la trouve tellement passionnante, c'est que ça n'est à aucun moment une hagiographie. Elle est pleine de défauts. Et comme je vous le disais, il y avait des moments où elle m'exaspérait. Et quand je trouvais un quatrième amant, je tombais de ma chaise en me disant mais c'est invraisemblable, elle charrie, elle exagère. C'est pas possible de se conduire comme ça. Il y a des moments où... Et en même temps, l'amant est génial. Donc moi-même, je suis très éprise de tous les hommes qu'elle trouve formidables. Et à chaque fois, c'est une nouvelle aventure parce qu'en faisant une enquête sur Gorky, c'est un personnage inouï. Tous les personnages secondaires, c'est ça qui était pour moi tellement intéressant. C'est qu'à chaque fois, les personnages secondaires, Moura est formidable, mais elle a une gouvernante anglaise, enfin irlandaise, qui est un personnage, mais genre, je ne pouvais pas inventer un personnage de roman pareil. Là aussi, le passé de la gouvernante pour laquelle j'ai pu faire des recherches, c'est un personnage magnifique d'avoir été élevé par cette femme. Déjà, tout est dit. Et de même, les enfants de Moura vont être élevés par cette femme. Donc tous les personnages secondaires sur lesquels je fais des enquêtes, à chaque fois, m'entraînent dans des endroits merveilleux. Elle m'entraîne jusqu'ici. C'est formidable. Ça, vous avez enquêté aussi sur la nurse ? Oui, bien sûr. J'ai fait une énorme enquête sur la nurse. Sur tous les personnages secondaires. Parce que les personnages secondaires, enfin, on évoquait Lockhart, mais c'est pas un petit personnage, c'est un très grand personnage. Il risque sa vie absolument constamment. Gorky est un immense personnage. Wells, qu'on n'a pas beaucoup évoqué, vivre avec Wells, c'est une aventure en soi. C'est un homme à femme qui a eu... Quand il rencontre Moura, c'est un homme vieillissant, mais Wells était le plus grand séducteur alors qu'il était petit, rond, avec une voix au perché. Il était le plus grand séducteur que la terre ait porté. Il a eu pour maîtresse des femmes toutes formidables, Rebecca West, Elisabeth von Arnim. Et donc, ce que je veux dire, c'est que suivre Moura, c'est rentrer dans des mondes qui sont tous plus passionnants les uns que les autres. Moi, je me dis, quand je vous entends parler depuis tout à l'heure, je me dis, mais comment vous allez pouvoir passer à un autre héros ou héroïne ? Enfin, il faut quand même un temps de désintoxication, si je peux dire. Il faut un temps de désintoxication qui est très difficile, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette femme et qu'il ne faut pas se précipiter dans une autre aventure et il ne faut pas se tromper de héros. La grande difficulté, c'est aussi ça. C'est de faire en sorte que la personne que vous allez choisir s'il vous plaît, merci, va être la personne qui va... vous prenez tout... En faisant un livre comme ça, au départ, vous prenez énormément de risques dans la mesure où elle est complètement inconnue. Pour des Français, Maxime Gorky, c'est pas Victor Hugo. Wells aussi, c'est un sujet international. Elle incarne l'Europe, elle est l'Europe, mais c'est vraiment une citoyenne du monde. Mais vraiment, quand vous passez 4 ans de votre vie sur un personnage que les gens ne connaissent pas, au départ, c'est un pari compliqué. Donc il faut vraiment y croire de toute son âme, et c'est là où je parlais de sentiments et d'instinct. Quand j'ai fait le livre sur Artemisia Gentileschi, la femme peintre italienne qui avait peint pour les papes, mais dont l'œuvre était totalement oubliée. Ben là, j'ai déménagé en Italie. J'ai vendu mon appartement. Je ne parlais pas un mot de latin, pas un mot d'italien. J'ai pris des cours chez Berlitz, j'ai pris des cours d'histoire de l'art. Quand j'avais relativement maîtrisé le XVIIe siècle, j'ai été voir mon éditeur qui m'a dit « Ah non, pas un personnage inconnu, un nom imprononçable, gentilesqua. Le baroque, ça marche pas du tout. Et puis, on ne sait pas du tout qui c'est en France. » Et je sentais que c'était un sujet extraordinaire. Et en effet, elle a eu depuis, c'est-à-dire il y a 2 ans, une exposition au musée Mayol à Paris qui lui était entièrement consacrée. Elle a eu une exposition au Metropolitan de New York. Elle a eu une exposition au Saint Louis Museum de Saint Louis, sans parler des expositions en Italie. Donc au départ, il faut être tellement... je ne peux même pas vous dire qu'on est persuadé, c'est qu'on n'a pas le choix. Si j'ai le choix, déjà c'est pas bien. C'est pas un choix, c'est qu'il y a une espèce de évidemment c'est un choix, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a une espèce de nécessité intérieure
qui dépasse le sujet et qui va changer ma vie. Pour Artemisia, j'ai appris, je vous dis, j'ai appris l'italien, j'ai repris mon latin, j'ai pris des cours de paléographie parce qu'il fallait aller dans les archives secrètes du Vatican pour retrouver son acte de naissance. Tout était perdu à 4 siècles de distance. Et de même pour Isabelle Barreto, je ne parlais pas un mot d'espagnol. Donc j'ai appris l'espagnol. Le matin, j'allais au cours d'espagnol. J'ai déménagé dans une chambre en face de la bibliothèque. Et là, je me disais... Ça, en Espagne, c'était dur. Parce que je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Je me disais, vraiment, qu'est-ce que je fous là dans une toute petite chambre en face? Et c'était nécessaire, c'était formidable. Ils vous prennent par la main, finalement. On vous dit, allez, viens, intéresse-toi à moi. C'est très difficile à dire parce que je ne crois pas trop à ça. Mais comment vous faites à chaque fois? Parce que, par exemple, à Moura, comment vous allez pouvoir trouver quelqu'un d'aussi puissant? Ben, il faut attendre. C'est-à-dire que vous avez raison, j'ai passé l'été là dans la maison de Belle-Île à lire des autres choses que je trouvais passionnantes, très intéressantes. J'ai lu des trucs inouïs. Et à la fin de l'été, les uns après les autres, je me dis c'est génial, mais c'est pas assez. Et là, j'ai ma réponse et c'est la catastrophe. N'hésitez pas à me proposer des choses. Ça viendra par hasard. Alors, désormais, pour les invités de la voix au chapitre, je leur demanderai de choisir un extrait d'un livre, d'un film ou d'une musique qu'ils souhaitent nous faire partager, musique, film ou livre contemporain ou pas. Et le premier choix, donc, celui ce soir d'Alexandra Lapierre, et vous avez choisi? J'ai choisi Anna Karénine, non seulement parce qu'évidemment ça a un rapport avec Moura, mais surtout parce que c'est un livre... tout le monde se moque de moi parce que quand je suis dans une bibliothèque, qu'il y a des copains qui passent, s'il y a Anna Karénine sur la table, ils savent que je suis là. Parce que année après année, depuis maintenant 20 ans, puisque j'écris depuis 20 ans, même plus, le premier livre est en 84. Ouais, ça fait 32. 30 ah, oulala, oula, j'avais pas mesuré. Oui, depuis 32 ans. Anna Karénine est sur ma table et... sur ces moments, enfin, dans ces longues aventures quand même, il y a des moments de doute absolument horribles qui sont justement ces moments où vous avez quitté le rivage, vous avez commencé à écrire et vous n'en êtes même pas au tiers du livre. Tout d'un coup, vous avez des doutes en vous disant que comment vous allez intéresser justement des gens à l'aventure de Moura et vous êtes persuadé que vous n'y arriverez jamais. Et donc, c'est des moments souvent terribles qui peuvent durer longtemps. Pour ma part, je reste accrochée à ma table. J'ai des amis qui, eux, vont marcher dans les rues ou d'autres qui vont s'acheter des habits. Ou je sais pas. Moi, je reste là, à réfléchir, à relire mes notes et à ouvrir une page d'Anna Karénine. Et en général, je referme tellement bouleversée par le génie de Tolstoï, par ses techniques, parce que souvent, c'est des histoires de technique quand on est arrêté, que je vais vous lire un passage que j'ai pris absolument au hasard, parce que je prends au hasard, c'est-à-dire j'ouvre, et puis ça va me faire redémarrer. Donc je vous lis au hasard, comme je l'ai fait tout à l'heure, quand on en parlait, je vous lis ce passage. Assise devant son bureau, elle appuya, au lieu d'écrire, sa tête sur ses bras et se prit à pleurer comme pleurent les enfants, avec des sanglots qui lui soulevaient la poitrine. Elle comprenait maintenant combien elle s'était leurrée en croyant la situation prête à s'éclaircir. Elle savait que tout resterait comme par le passé, que tout irait même beaucoup plus mal. Elle sentait aussi que cette position dans le monde, dont elle faisait si bon marché il y a quelques heures, lui était chère, qu'elle ne trouverait pas la force de l'échanger contre celle d'une femme qui aurait quitté mari et enfant pour suivre son amant. Non, quelque effort qu'elle fît, elle ne pourrait jamais dominer sa faiblesse. Jamais elle ne connaîtrait l'amour dans sa liberté. Elle resterait toujours la femme criminelle, constamment menacée d'être surprise, trompant son mari avec un homme dont elle ne pourrait jamais partager la vie. Cette destinée lui paraissait si effroyable qu'elle n'osait ni l'envisager, ni lui prévoir un dénouement. Et elle pleurait, sans retenue, comme un enfant puni. Je lis ça, je me dis, il est dans la tête d'Anna Karénine. Et là, quand je suis arrêtée, je retourne à une lettre de Moura et je suis dans la tête de Moura. Et c'est ça l'obsession, c'est que ça soit toujours Moura et jamais Alexandra. Que ce soit toujours Anna Karénine et pas Léon Tolstoï. Merci beaucoup Alexandra Lapierre. Voilà, Moura, la mémoire incendiée chez Flammarion.
Merci pour ce moment. Merci à vous.